Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast de la communication politique. Au programme du jour, on va faire un retour sur le quinquennat Macron et se poser la question comment notre président a-t-il dialogué avec le peuple français à travers les crises. Pour cet épisode, on reçoit Antonin Lafaille. Bonjour Antonin. Salut Amandine. Alors, comme dans tous les épisodes de Splint Doctor, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Donc Antonin Lafaille, moi je travaille comme directeur conseil dans une entreprise qui s'appelle La Suite dans les idées, c'est un cabinet de conseil en concertation. Donc nous, en fait, on a 3 valeurs cardinales qui guident notre accompagnement, c'est l'inclusion, l'innovation et l'imagination. L'inclusion parce qu'on pense que quand on concerte, quand on va vers les gens, justement il faut vraiment aller vers toutes les catégories de public et notamment les personnes qui sont les plus éloignées du débat public. Innovation parce que pour justement aller vers des catégories qui sont parfois éloignées du débat public, il faut utiliser tous les moyens en œuvre et faire preuve d'innovation technologique avec les civic tech notamment, mais aussi méthodologique. Et puis enfin imagination parce que vu la complexité des sujets qu'on a à traiter, parfois sur de l'urbain par exemple, il faut être assez imaginatif pour réussir à en faire quelque chose, pouvoir discuter avec les personnes autour de ces sujets. Et puis imagination également parce que on le voit bien à travers les élections, les personnes, la chose publique intéresse aussi de moins en moins, il y a de plus en plus d'abstention, donc il faut être un peu imaginatif pour susciter l'intérêt des gens. J'ajoute que la suite dans les idées, ça dit tout dans le titre du cabinet, c'est que la suite dans les idées, nous, notre credo, c'est que c'est bien d'aller recueillir les idées des personnes, mais après il faut leur donner une suite, il faut que les décideurs publics leur donnent une suite. Quand on parle des crises que M. Macron, notre président, a rencontrées, on pense forcément aux Gilets jaunes. Comment toi tu analyserais la première réaction qu'a eue Emmanuel Macron concernant la crise des Gilets jaunes? Alors au tout début, sa réaction elle a été ferme. Bon, même si très vite, il a esquissé le 17 novembre, début de la crise, dès le 20 novembre 2019, commence à évoquer le dialogue. Néanmoins, je pense qu'en fait, il avait un petit peu mésestimé, l'exécutif en fait avait mésestimé la capacité de certaines catégories, notamment catégorie périurbaine, à supporter cette hausse des carburants, d'une part, et d'autre part, sans doute, mésestimer leur capacité à s'organiser et à inscrire le mouvement dans la durée. Tout ça dans un contexte global de défiance envers les politiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quelques années auparavant, on avait eu Nuit debout. Voilà, donc ça c'est assez amusant rétrospectivement. On était déjà dans un contexte, on va dire, un petit peu de crise sociale et de contestation. Et en fait, entre Nuit debout et les Gilets jaunes, il y a un côté, il y a un certain parallélisme en fait. Nuit debout, on a des codes spécifiques qui sont mis en place, une occupation d'espace, notamment de la place de la République. Finalement, c'est cette même logique d'occupation d'espace, là les ronds-points, qui a eu lieu, mais dans des zones plutôt périurbaines. Donc en fait, c'est un peu comme si les Gilets jaunes et Nuit debout se répondaient entre ville et espace plus périurbain. Avec la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron met en place le grand débat. Est-ce que tu pourrais rappeler brièvement ce qu'est le grand débat et son lien justement avec la mobilisation des Gilets jaunes? En fait, c'est relativement rapidement après le début de la crise. Emmanuel Macron, le 14 décembre, va saisir la Commission nationale du débat public, qu'on appelle la CNDP, pour, en fait, en réponse à ce mouvement de contestation qui ne faiblissait pas, ouvrir un peu le débat, ouvrir le dialogue. Donc dès le 18 décembre, il annonce le grand débat pour un lancement le 15 janvier autour de 4 thèmes: écologie, fiscalité, organisation de l'État et démocratie et enfin citoyenneté. Ce qu'il faut mettre un peu en lumière, c'est que c'est vraiment la réponse du gouvernement, du président à cette crise des Gilets jaunes, et c'est tellement la réponse du gouvernement que la CNDP va se désengager du grand débat national, puisque dès le 9 janvier, en fait, la CNDP se retire. Donc ça, c'est un signal assez fort, puisque si elle se retire, c'est parce qu'elle estime que les valeurs
qu'elle défend, notamment dans sa charte de participation publique, ne sont pas respectées. Donc ces valeurs, pour rappel, c'est l'indépendance, la neutralité, la transparence, l'égalité de traitement, l'argumentation et l'inclusion. La CNDP, si elle se retire, c'est parce qu'elle a des craintes sur les garanties offertes et justement sur les suites qui vont être données au grand débat. Donc ce grand débat, ce qu'on constate, c'est qu'une fois que la CNDP se retire, du coup c'est le gouvernement qui va, avec ses moyens, organiser la concertation. D'accord, il n'y a plus cette commission qui va organiser le grand débat, c'est uniquement le gouvernement, alors que de base ça devait être eux. Toi, en tant qu'organisateur de concertation, qu'est-ce que tu penses du grand débat, mais dans sa forme seulement théorique, dans l'idée ? En fait, moi je pense qu'il y a des points positifs à souligner. Bon, déjà, c'est que toutes les possibilités étaient offertes. C'est-à-dire qu'il y a eu des moyens qui ont été mis sur ce grand débat, aussi bien présentiels, puisque tous les territoires métropolitains et outre-mer ont été sollicités. Et puis également, il y a eu l'espace numérique qui a été largement mobilisé aussi, quoi. Donc personne n'a été oublié. Ça, c'est un premier point très positif. Il y a eu un dispositif de garant, parce que la CNDP, ce qu'elle met en place, c'est un dispositif de garant. Ce dispositif de garant, le dispositif de garant qui a été mis en place, d'habitude la CNDP met en place des garants pour ses concertations. Donc là, ce qui a été choisi, c'est de mettre également en place des garants, sauf que les garants, cette fois, ils étaient nommés par le préfet. D'accord. Donc ça pose évidemment des questions, parce que d'un point de vue de la neutralité, parce que les préfets sont quand même, c'est les représentants de l'État. Effectivement. Tu as dit que les territoires et le numérique ont été mobilisés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils ont été mobilisés ? Qu'est-ce qui a été mis en place dans ce grand débat ? Ouais. Alors, en fait, il y a eu des débats qui ont été mis en place en local, donc sur les 4 thématiques que tu as rappelé précédemment. Que je t'ai donné. Et en fait, en termes méthodologiques, justement, parce que c'était le sens de ta question, tout a été un peu laissé aux élus locaux. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, l'État met en place un garant et après délègue aux élus locaux qui ont pu être parfois un peu désorientés, sans trop savoir comment organiser ces débats. Donc ça prenait souvent la forme de réunions publiques ou d'ateliers, assez classiquement sur les sujets, mais avec parfois des élus qui se retrouvaient à assurer eux-mêmes le débat. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu regretter dans les points négatifs, c'est que les professionnels n'ont pas été très 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 associés. Ils l'ont un peu été, bien sûr, mais on va dire que à partir du moment où ça a été décentralisé vers l'échelon local, il y a peut-être eu un manque d'accompagnement des élus. Les locaux ont été livrés à eux-mêmes en fait pour organiser ce débat. D'accord. Et puis le numérique, c'était une plateforme qui était mise en place avec des questions posées. Alors pareil, là, ce qu'on peut un petit peu regretter, c'est que c'était très orienté, les questions. Par exemple, quand il y a une proposition, une mesure qui était proposée, il fallait toujours un petit peu réfléchir à la dimension budgétaire. Donc il y avait tout un tas de biais. De biais qui font que ça fait partie des points, on va dire, un petit peu négatifs. Néanmoins, pour aller aussi sur ce côté numérique, il y a eu une analyse sémantique qui a été faite de l'intégralité des débats qui ont eu lieu en ligne. Donc ça, c'est une innovation qui est plutôt intéressante, qui a permis de faire ressortir à la fin des propositions. Bon, dans les points également un petit peu négatifs, c'est que les maires ruraux avaient mis en place au départ des cahiers de doléances. Et malheureusement, ces cahiers de doléances, ils n'ont pas été pris en compte dans l'analyse. D'accord. Les cahiers de doléances, c'était le premier échelon. C'est ça. Et ces cahiers de doléances n'ont pas été repris par la suite. Non. Donc c'est toute une part du travail qui avait été fait, parce que je pense qu'il y a une énorme participation au niveau des cahiers de doléances qui a été laissée de côté. C'est ça montre aussi la difficile articulation entre l'échelon local et l'échelon national, parfois. Avant le grand débat, les Français étaient assez sceptiques quant à l'issue, justement. Selon l'IFOP, 62% des Français pensaient que les mesures ne seraient pas appliquées. Alors comment on peut expliquer ce chiffre et ce scepticisme ? Tout simplement, dans un premier temps, comme je l'ai rappelé tout à l'heure un peu en introduction, c'est qu'on est dans un climat vraiment de défiance et qu'aujourd'hui, la concertation, elle est censée aussi permettre de redonner une certaine confiance dans l'action publique. Et là, on était dans un gros climat de défiance avec des concertations qui parfois étaient un petit peu aussi, qui ont pu être un petit peu déceptives
avec ce que j'évoquais au début, la suite donnée aux idées dans différentes concertations. Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'on concerte en France, et que un certain nombre d'habitantes et d'habitants ont pu avoir le sentiment que leur avis n'était pas vraiment pris en compte, ou qu'ils n'avaient pas de retour sur l'investissement tant qu'ils ont pu donner dans des participations. Ça, c'est peut-être pour ça que qu'il y a ce sentiment a priori. Et puis c'est vrai que le fait que la CNDP se retire de l'organisation, ça envoie pas non plus un très bon signal, quoi. Alors, juste après la fin du grand débat, qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce qu'on a retenu au final? Alors, purement factuellement, la réduction du nombre de parlementaires, c'est ce qui a été le plus plébiscité avec 86% des participants. Il y a eu 1,5 million de Françaises et de Français qui ont participé. Avec le numérique et les deux réunis, 1,5 million. C'est ça. 86% étaient plutôt en faveur de la réduction du nombre de parlementaires. Ensuite, il y a eu aussi un plus grand recours à la proportionnelle qui était souhaité par 74% des personnes qui se sont exprimées, une prise en compte du vote blanc à 69%, et enfin le vote obligatoire qui a retenu 57% d'assentiment. Donc, quand on regarde ces mesures plébiscitées, force est de constater qu'aucune n'a été mise en place. Donc en fait, ce qui ressort, c'est que les Français, en fait, dans ces réponses-là, qu'est-ce qu'elles traduisent, ces réponses ? Ces réponses, elles traduisent, encore une fois, on revient dessus, la défiance. Réduire le nombre de parlementaires, ça veut bien dire exprimer une défiance vis-à-vis de l'institution. De la même manière, le vote blanc, vouloir que le vote blanc soit reconnu, c'est affirmer son droit à affirmer le fait qu'on ne se sent pas représenté. C'est aussi ce que montre la proportionnelle. Donc quelque chose de finalement très, très cohérent avec tout ce qu'on dit depuis le début, quoi. Et maintenant, on est à 3 ans après la mise en place de ce grand débat. En comparaison, quel bilan on peut tirer 3 ans après, et qu'est-ce qu'il a manqué au grand débat ? Alors, typiquement, ce qu'on peut tirer 3 ans après, c'est qu'aucune des mesures n'a été appliquée. Et donc que c'est malheureusement, potentiellement aussi, ça a été une source peut-être de déception envers les personnes qui ont investi du temps. Pour être un peu positif, on peut dire que la Convention a eu des résultats, la Convention citoyenne sur le climat a eu peut-être des résultats un peu plus concrets, même si elle a pu un petit peu décevoir. Alors, très bonne transition, tu parles de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, à la suite du grand débat, elle est mise en place. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? Alors, en fait, c'est encore une fois, on demande aux citoyennes et aux citoyens de participer, sauf que dans le grand débat, tout le monde est invité à participer, en ligne ou en présentiel. Là, la principale différence, c'est que c'est 150 personnes qui sont tirées au sort pour participer. Autre différence, c'est que c'est le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, qui va mettre en place cette concertation, et pas la CNDP. Alors, c'est intéressant dans la méthodologie, le fait de choisir 150 personnes qui sont censées être représentatives de l'intégralité de la population française. Ça pose une question presque un peu philosophique. Est-ce qu'avec 150 personnes, on arrive à représenter toute la complexité de la société française ? Et ça pose aussi la question de la représentation. Il y a représenter au sens être représentatif de la société française, et puis il y a représenter au sens être le représentant de. Et on voit que le glissement, il ne faudrait pas glisser vers pouvoir se dire que ces 150 personnes représentent, au sens de sont les représentantes de l'intégralité de la société française, quoi. Sachant qu'on parle énormément des sondages en ce moment, pour les sondages, un panel de 150 personnes, on ne prendrait jamais en compte un sondage avec seulement 150 personnes sondées. Non, ça c'est sur la méthode des panels, c'est une méthode qui a tout un tas de vertus, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, ce glissement un peu sondagier, entre guillemets, en tout cas qui se veut un peu plus scientifique, qui est un peu mis en avant, et on voit que ça pose tout un tas de questions, parce que est-ce que la concertation c'est quelque chose qui doit se baser sur une représentativité un petit peu artificielle, entre guillemets, qui choisit les panels, ça pose tout un tas de questions qui, dans un contexte de défiance,
faut que ce soit forcément extrêmement transparent, sinon ça va créer encore plus de défiance, quoi. Effectivement. Néanmoins, la différence, je parlais des sondages, mais la différence, c'est que ces 150 personnes n'ont pas répondu à des questions, elles ont participé à des débats. C'est ça. Donc ça apporte beaucoup plus de clés de compréhension que seulement des réponses oui, non. Exactement. Et en fait, l'idée avec cette mise en place de 150 personnes, c'est que ces 150 personnes, elles sont accompagnées. Elles sont accompagnées pour gagner en compétences et gagner en compréhension sur des sujets qui sont parfois très complexes. Donc l'idée, c'est vraiment un dispositif pédagogique où on va en fait permettre aux personnes d'avoir toutes les clés de compréhension pour se positionner et donner un avis entre guillemets éclairé. Autre point différenciant du grand débat national, c'est que le dispositif, il est censé aller vers le consensus. Est-ce que l'expression du consensus, c'est quelque chose que doit rechercher la concertation, ou bien est-ce que c'est dans l'expression du dissensus aussi que s'opère la démocratie? Ça, c'est pareil, on est sur des questions qui sont presque un peu philosophiques, quoi. Effectivement. Donc tu as abordé les différences entre le grand débat et la convention pour le climat. Quel bilan, c'est la même question que pour le grand débat, quel bilan à 3 ans on peut tirer? Là, contrairement au grand débat, il y a quelques mesures qui ont été prises. On pense notamment au sujet où, entre l'aviation et le train à grande vitesse, quand il y a des lignes qui mettent qui relient à moins de 3 heures, deux villes, des lignes TGV, pas de liaison aérienne. Ça fait partie des mesures qui ont été mises en place, mais en fait, que les observateurs qui regardaient ça avec beaucoup d'attention relèvent, c'est forcément une certaine forme de déception liée au fait que ils estiment que c'est pas à la hauteur des ambitions portées par les accords de Paris. Autre bilan à 3 ans, là je vais plus parler des métiers de la concertation et des méthodes de concertation, c'est qu'on voit que le système des panels, en fait, des comités consultatifs, c'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé. Donc ça c'est quelque chose, c'est quand même un effet, hein, c'est que c'est des méthodes qui du coup sont de plus en plus mises en place, y compris à l'échelon local. Le tirage au sort, ça devient un moyen fréquent de faire des consultations dans les comités consultatifs, assemblées citoyennes, etc. Une autre crise qu'a traversé le quinquennat Macron, c'est forcément la crise sanitaire. Donc à travers cette crise sanitaire, le président Macron s'est souvent adressé aux Français et aux Françaises par le biais d'allocutions. Comment on peut caractériser ces moments? Alors, le premier mot qui vient en tête, c'est le côté vertical. C'est-à-dire qu'on était sur de l'horizontalité, dans l'aller vers les Françaises et les Français. Et là, dans une situation de crise, c'est un peu comme si la verticalité du pouvoir présidentiel se réaffirmait. Et c'est aussi ce que viennent un peu traduire ces allocutions. Elles traduisent une certaine posture nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre, etc. Et il y a autre chose, c'est le retour un peu des experts, avec les différents, le conseil scientifique, etc. Donc en fait, voilà, on a plus de verticalité qui s'affirme, et c'est un peu comme si, après avoir été dans une période un peu d'ouverture démocratique, il y avait un peu un réflexe, un vieux réflexe qui reprend le dessus finalement dans une période d'urgence, de crise, etc., qui est la gestion un peu plus du haut vers le bas, et on est moins, typiquement, autre reproche qui a été fait à la gestion de la crise, c'est le côté très national de cette gestion de crise, avec peu d'éléments délégués à l'échelon local. Et donc voilà, ça c'est pareil. Alors que justement, lors du grand débat, il y a beaucoup de choses qui avaient été déléguées, peut-être un peu sans accompagnement aux élus locaux. Là, du coup, on les a un peu, ils ont pu se sentir parfois un petit peu dessaisis, quoi. Alors qu'il a mis en place le grand débat et la convention citoyenne lors de la crise sanitaire, du coup, il n'y a pas eu de place pour le débat et la concertation. Pour quelles raisons? J'ai l'impression qu'il y a vraiment, comme tu l'as dit, en fait, cette coupure entre tous ces moments où il a essayé de débattre horizontalement, cet moment où il est très vertical. Est-ce que tu as des clés de compréhension de ce passage, en fait? Alors, des clés de compréhension, pas forcément. Je pense que quand il y a une crise de cette ampleur,
bien, peut-être que justement il y a aussi, c'est des réflexes qui peuvent reprendre le dessus. J'ai pas forcément d'explication. En revanche, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que quand tu dis qu'il n'y a pas eu de débat, si, il y a eu beaucoup de débats. Et au contraire, je pense que le débat, il a un peu été hors de contrôle. Et justement, ça c'est, la nature ayant horreur du vide. Quand on n'organise pas un débat, le débat il a lieu ailleurs. Et là, le débat il a eu sur les réseaux sociaux, ça nourrit le complotisme, les trolls en tout genre. Et du coup, pour moi, c'est un peu un regret, parce que bien sûr, on ne peut pas concerter sur un sujet comme celui-là. Bien sûr, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs. Mais en fait, ne pas offrir d'espace de dialogue, d'espace de débat autre que des numéros verts ou des fils de questions sur différents médias, ça pousse le débat à avoir lieu autre part, à être aussi instrumentalisé, notamment sur les réseaux sociaux, quoi. Effectivement. Si jamais toi, on te donnait, par exemple, l'occasion de refaire ce grand débat différemment, quel point t'aurais changé pour que ça se passe mieux? Le premier grand débat. Le premier grand débat. Ouais. Alors, pour moi, ce qui a manqué vraiment, c'est l'aller vers. Et je dis d'autant plus que nous, chez La Suite dans les idées, c'est vraiment notre credo. C'est-à-dire que moi, je pense que, bien sûr, il y a eu des choses qui ont été organisées dans tous les territoires, mais peut-être que davantage de moyens sur la mobilisation, ça aurait été quelque chose de souhaitable. Et la mobilisation, bien sûr, il y a la mobilisation, la communication, elle a été faite. Mais mobiliser, quand on parle de personnes qui ont des problématiques quotidiennes très, très dures, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont parfois des parents isolés, qui n'ont pas forcément le temps de se rendre à 20h à une réunion publique parce qu'il y a 2 enfants à faire manger en bas âge, etc. En fait, je trouve que peut-être moi j'aurais vraiment davantage axé sur la mobilisation et l'aller vers, pour aller en pied d'immeuble avec des médiateurs sociaux, pour aller la sortie des écoles, recueillir des avis, aller chercher les gens là où ils se trouvent. Ça aurait aussi peut-être permis de toucher des catégories de public plus fragiles et donc d'être aussi beaucoup plus inclusif. Ça, c'est le premier point. Et puis, passer par des médiateurs. Des médiateurs, il y en a dans toute la France. Il y a un réseau qui s'appelle France Médiation et qui envoie qui regroupe en fait plusieurs associations de médiation. C'est aussi ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi chez des personnes qui sont aussi souvent éloignées de l'emploi. Donc en fait, ça aurait eu une double vertu d'aller chercher des gens qui sont éloignés des débats publics et en même temps de créer de l'emploi. Donc moi, c'est cet élément-là sur lequel je mettrais davantage l'accent si c'était à refaire. Parfait. Toi, du coup, tu travailles dans la concertation. Je pense que ça intéresse énormément de monde. La concertation, comme tu l'as dit, c'est la représentativité. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, quelques exemples d'outils que tu utilises dans ton métier au quotidien de concertation, en fait? Comment vous faites votre métier? Comment vous le faites, en fait? D'accord. Alors, des outils, il y a 2 types d'outils. Il y en a en fait plusieurs. La concertation, elle répond à plusieurs phases. Tu as bien sûr la phase de préparation, la phase de mobilisation, donc, que j'évoquais un peu, qui a un petit peu manqué à mon sens, qui est souvent faite avec de la communication un peu classique, et pas assez à mon sens avec de l'aller vers. L'aller vers, il peut se faire en ligne aussi, avec aller vers des groupes d'influence sur les réseaux sociaux, locaux, micro-locaux. On parle de plus en plus de micro-influenceurs par exemple. La mobilisation, ensuite il y a les échanges stricto sensu. Là pareil, on peut les faire en ligne ou on peut les faire en présentiel. Ensuite, il y a toute la phase d'analyse, on va analyser toutes les données de la concertation, et enfin, il y a la phase de restitution. Donc ça, c'est un peu, si tu veux, le schéma classique. À chacune de ces étapes, il y a différents outils. Pour parler du cœur donc des échanges, les outils qu'on va utiliser, les outils numériques, c'est assez classique, c'est des cartographies participatives, ça va être des espaces un peu de débat, forum, voilà, des petits outils comme ça. Sur les outils, on va dire un peu plus en présentiel, par exemple, tu vois, nous ce qu'on aime bien, c'est faire évidemment des
tout ce qui est balade urbaine, etc. C'est un outil assez classique, mais qui permet en fait d'aller avec les gens sur le territoire pour faire du diagnostic. Alors, balade urbaine, pour bien comprendre, c'est quoi? Tu emmènes des personnes qui habitent la ville, vous faites le tour de la ville et vous regardez un peu? Alors, généralement, c'est pas forcément le tour de la ville. Par exemple, sur un projet urbain, ça va être, on est dans différents espaces du projet, et puis accompagné par soit un urbaniste, un paysagiste, voilà, confronter un peu l'expert, les habitants, et voilà, que l'expert aussi se nourrisse en fait, que l'expert, on va dire, technique se nourrisse de l'expert d'usage, qui est l'habitante et l'habitant, quoi. Ce sont eux qui vivent le territoire au quotidien. Ensuite, il y a aussi des éléments, en termes de méthodo, et on le voit de plus en plus, quand il y a des projets urbains, souvent, il y a des espaces qui sont parfois en travaux pendant longtemps. Et donc c'est un peu des lieux où il se passe pas grand chose, ou bien juste des nuisances, du bruit, de la poussière, etc. pendant de nombreuses années. Et ce qu'on voit un peu émerger, c'est la mise en place d'aménagements, on dit transitoires. Donc ça va être par exemple, de tester des usages. Par exemple, mettre un mini skatepark à tel endroit, ça va être tester un usage, mettre des espèces de grandes jardinières pour que les gens puissent faire un peu des cultures. Et l'idée aussi, c'est en termes d'ateliers, c'est de mettre en place des ateliers où on peut permettre aux personnes de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme aménagement de préfiguration dans ces espaces, quoi. Ça, c'est des choses qui nous intéressent, mais après on a tout un tas de méthodes, le Word Café, on fait des ateliers cartes sur table, on mêle souvent le numérique avec le physique aussi, avec des tablettes, il y a plein de choses. Tout ce qui est atelier autour du storytelling, moi c'est des choses que j'aime beaucoup, parce que je trouve que le storytelling, en fait, c'est quelque chose qui permet vraiment à la fois de se mettre à la place de l'autre. Donc quand on est habitant, ça peut être se mettre à la place de l'urbaniste, se mettre à la place de l'expert, et vice versa, en fait. Donc ça permet un peu de changer les points de vue, et du coup d'aboutir à des choses intéressantes, quoi. Et puis parce que du fait, quand on est sur des ateliers un peu storytelling, il y a un côté aussi où les gens le prennent aussi plus facilement comme les participantes et les participants comme un jeu, en fait. Et donc ça permet, ils se prennent au jeu, et ça permet de sortir des cadres un petit peu institutionnels où chacun vient pour défendre son précaré, et où on arrive finalement à avoir des idées un peu plus qui sortent un peu plus du cadre, quoi. Et ce sur quoi je voudrais aussi vraiment insister, peut-être avant de conclure, c'est le côté où tout ce dispositif, quelles que soient les concertations qu'on met en œuvre, ce qui est absolument capital, c'est de bien définir en amont le périmètre et les marges de manœuvre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de marge de manœuvre, ça ne peut pas être de la concertation. Ce sera de l'information, ce sera de la consultation, mais ça ne peut pas être de la concertation. Et ça, c'est vraiment important de bien l'avoir en tête, pour ne pas créer justement de faux espoirs et être après déceptif. Parce que si on fait bosser les gens sur des aménagements de préfiguration, comme j'évoquais tout à l'heure, et qu'après, derrière, on leur a annoncé qu'il y aurait un atelier avec un Fab Lab qui vient sur le terrain et qui vont pouvoir un peu construire leur aménagement de préfiguration, et puis que finalement c'est annulé, forcément, ça crée de la déception, quoi. Je comprends. Et dernier point, et avant de conclure, est-ce que tu penses que la concertation est forcément locale, ou en tout cas qu'elle est plus simple au niveau local? En fait, je dirais pas qu'elle est plus simple au niveau local. Bon, le grand débat montre qu'elle n'est pas forcément que au niveau local, mais elle est peut-être plus concrète. Elle s'inscrit peut-être plus à l'échelle, on va dire, qui intéresse les populations, à savoir l'échelle de leur quotidien. On a peut-être plus de mal à avoir
typiquement ce que des grandes... c'est plus conceptuellement, c'est plus difficile d'imaginer ce que des grandes orientations nationales vont changer dans notre quotidien que des choses qui se passent vraiment à l'échelle du quotidien. Sur de la conception d'espaces publics, sur de la démolition d'immeubles, là c'est des choses vraiment très concrètes, sur des nuisances chantiers, on est sur des problématiques du quotidien. Et du coup ça touche plus les personnes interrogées. En tout cas ça permet de voir, de se projeter plus facilement. Voilà, c'est plus proche des préoccupations quotidiennes des gens, quoi. Super, et écoute, merci beaucoup Antonin pour cet épisode. De rien, Andine, merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Splint Doctor. Au revoir.